Depuis 2 ans et 4 jours, les Ukrainiens vivent au rythme du conflit contre la Russie. Depuis 1 an, le front bouge peu, voire pas du tout. La guerre s'enlise et les espoirs de paix sont toujours très loin. Bonsoir Étienne Mourmand. Bonsoir, je suis heureux d'être invité et j'espère que je vous apporterai des éléments intéressants. Et vous êtes consul honoraire d'Ukraine ici dans les Hauts-de-France. On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Le président de la République, Emmanuel Macron, a évoqué ce lundi l'hypothèse de l'envoi de troupes européennes en Ukraine, ce qui a suscité la désapprobation d'autres pays européens. De quoi ont besoin les Ukrainiens en ce moment ? Est-ce que c'est vraiment de soldats sur le terrain ? Alors tout d'abord, je tiens à rectifier un petit peu l'esprit de Monsieur Macron dans sa conférence de presse où il citait cette éventualité-là, laissant entendre qu'il serait possible de faire une intervention avec des militaires internationaux. Donc c'est dans cet esprit-là qu'il s'est positionné en disant ça pourrait être ça. C'est une réponse à Monsieur Poutine qui, lorsque on parle des Occidentaux, menace tout de suite de la bombe atomique. Eh bien là, on doit être, pays occidentaux, prêts à riposter. Monsieur Poutine, c'est un homme qui n'entend que la force, et donc s'il a la force en face de lui, il pourra être peut-être un petit peu plus raisonnable. Alors Étienne Mourmand, en Ukraine, le front est assez figé depuis de très longs mois maintenant, et depuis quelques mois également, les Ukrainiens ont un manque criant de munitions. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lancé divers appels ces dernières semaines pour justement débloquer des aides. La situation est critique sur le front ? Alors, il faut pas dramatiser non plus, penser que la guerre est perdue, il est vrai que ce manque de munitions est criant. Ne serait-ce que prendre simplement cet exemple, en juin dernier, l'Ukraine a voulu faire une contre-offensive massive. Et malheureusement, à peu près 30% des obus et des forces militaires qui étaient promis ne sont pas arrivés, ce qui conduit à ce que sur les 12 brigades qui étaient prévues pour intervenir sur cette offensive, 4 seulement se sont présentées, et donc cette contre-offensive n'a pas donné le résultat escompté. Et donc le nerf de la guerre, c'est donc cette aide occidentale. Les présidents des parlements européens ont appelé aujourd'hui leur homologue américain à débloquer l'aide financière de 60 milliards de dollars qui est toujours bloquée à Washington. Si le Congrès américain accepte enfin de débloquer ces fonds, ça pourrait permettre à l'armée ukrainienne de souffler ? Oui, sachant que le temps passe, le temps va pas dans le bon sens, ça permet effectivement d'industrialiser les armes du côté russe très rapidement. Et si effectivement nous avions donné les moyens militaires beaucoup plus rapidement, la situation serait pas la même aujourd'hui. Je pense que le déblocage de ces fonds va permettre de pouvoir faire un sursaut, un vent d'optimisme parmi les Ukrainiens, car ils commencent à avoir un peu de lassitude, et avoir l'espoir effectivement que les choses s'inversent réellement. Alors samedi dernier, on a célébré malheureusement un triste anniversaire, celui donc des 2 ans de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé que depuis le début du conflit, environ 31 000 soldats ukrainiens sont morts. Vous parlez de la lassitude des Ukrainiens qui commencent à s'installer. Est-ce que les Ukrainiens sont encore en mesure de continuer à se battre longtemps ? Alors, il faut savoir que nous avons 2 peuples, les Russes et les Ukrainiens, qui sont slaves, qui sont déterminés. Au fil de leur histoire, on voit que ce soit du côté russe d'ailleurs, ou même les Ukrainiens, ils sont un peu dans le même esprit, c'est-à-dire qu'ils vont se battre jusqu'au bout. C'est là la chose terrible, c'est qu'aujourd'hui, ces milliers de morts que l'on a tant du côté russe, et il y en a beaucoup plus que du côté ukrainien, conduit à se dire ça va continuer. Et aujourd'hui, où on peut imaginer qu'on est plutôt sur Ukrainiens plus Russes hors de combat dans les forces militaires, on doit tout doucement s'approcher, si ce n'est déjà fait, du demi-million
de personnes atteintes, ce qui est absolument abominable. Et le nombre de personnes, le nombre de soldats blessés, tués, donne lieu à une guerre des chiffres, hein, on peut le dire, entre l'Ukraine et la Russie. Pour vous, ce 31 000 soldats morts annoncé par le président Volodymyr Zelensky, il est proche de la réalité, ou est-ce que, comme d'autres observateurs le laissent entendre, c'est très sous-estimé ? Je crois que dans une guerre, on manipule les chiffres, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Donc, quand on va parler, les Ukrainiens vont dire combien il y a de morts du côté russe. On peut imaginer qu'ils iront plutôt vers le haut et de même plutôt vers le bas. Ceci dit, ce que le président Zelensky a pu dire donc il y a quelques jours, c'est 31 000 morts, mais c'est sans compter tous les militaires hors de combat. Donc on imagine que c'est beaucoup plus. Et effectivement, quand j'écoute les familles françaises qui parlent des morts et des blessés qu'il y a eu sur le front, au fil des reportages que l'on peut avoir auprès de ces gens, il y en a beaucoup. 18h17 sur RCF Hauts-de-France. Mon invité ce soir est Étienne Mourmand, consul honoraire d'Ukraine dans les Hauts-de-France. Étienne Mourmand, on a observé un phénomène un peu particulier depuis le début du conflit, c'est le rejet de la langue russe par les Ukrainiens. Je rappelle que la langue russe, c'était un peu la seconde langue du pays. Ce rejet de la langue russe, de la culture russe par les Ukrainiens, est-ce qu'il est symptomatique d'une fracture vraiment entre les deux peuples? Est-ce qu'il, du coup, laisserait augurer une fin de conflit, une éventuelle réconciliation impossible? Alors, je pense pas que ça soit du tout impossible. On peut citer différents pays qui sont habités par des gens qui parlent plusieurs langues. Proche de chez nous, la Belgique, pays flamand, pays wallon. La Suisse, c'est la même chose. Ils parlent 4 langues dans ce pays. On n'entend pas en Suisse de conflit. En pays flamand, peut-être légèrement plus, mais c'est insignifiant. Les Ukrainiens, pour une très grande part, vivaient parfaitement en paix avec les deux langues. Ça n'était pas un véritable problème. C'est plutôt le fait qu'on imposait la langue ukrainienne ou la langue russe. Alors, les Ukrainiens, depuis l'indépendance, ont mis la langue ukrainienne en avant dans tous les textes et les votes au Parlement, etc. C'est la langue ukrainienne qui prévaut, alors que du temps des présidents pro-russes, c'était le souci de mettre la langue russe. Là est le conflit. Mais les gens, avant cette situation, ne vivaient d'un commun accord sur l'ensemble de ce grand pays. Étienne Mourmand, en 2 ans, 5700 réfugiés ukrainiens, c'est le dernier chiffre que j'ai, ont été accueillis dans la région. Mais il semblerait que vous ayez des chiffres plus récents. Est-ce que vous pouvez nous dire, là, d'après les derniers chiffres que vous avez, à peu près, combien de personnes ont été accueillies dans les Hauts-de-France, par les associations, par les particuliers qui leur ont ouvert leurs portes depuis 2 ans? Alors tout d'abord, je dirais que je dois tout à fait remercier l'ensemble des Français qui ont accueilli les Ukrainiens au travers des associations, mais même en direct. C'est vraiment remarquable. La solidarité qui a existé entre 2 pays européens est vraiment à noter. Quant aux chiffres, effectivement, j'ai pas les chiffres de la globalité des Ukrainiens qui sont arrivés sur notre territoire. J'ai les chiffres des Ukrainiens qui ont demandé l'autorisation de rester sur le territoire au travers de l'APS, l'autorisation provisoire de séjour. Et on est sur le territoire des Hauts-de-France à 6800 personnes, ce qui est important. Plus faible que dans d'autres régions de France, telles que la région PACA ou la région parisienne, la région lyonnaise, mais c'est quand même important. Donc on a plus de en tout cas c'est sûr, plus de 6000 Ukrainiens qui ont fait cette demande donc d'autorisation au séjour dans la région. Enfants et adultes. Confondus. Et dont le Nord qui a reçu le plus et de loin, donc à hauteur de 3800, un petit peu plus de 3800 personnes.
Il y a une partie de ces personnes qui sont retournées en Ukraine, une partie qui a quitté la région, mais il y en a encore beaucoup qui sont dans les Hauts-de-France. Comment se passe un petit peu leur intégration? Parce que il y a quelques mois, 1 an et demi, l'urgence c'était de les accueillir, de leur trouver un toit provisoire. Maintenant, quels sont un petit peu les enjeux de l'accueil des Ukrainiens dans les Hauts-de-France? L'enjeu, c'est leur autonomie. C'est-à-dire que pour que l'intégration se passe bien, il y a 4 critères importants qui se recoupent et généralement, il faut les 4 pour que ça marche. C'est-à-dire la scolarité, d'abord la langue française, le travail et l'habitat, le logement. Si on arrive à solutionner les 4, eh bien, les Ukrainiens sont chez eux et peuvent vivre correctement. Même si, quelque part, psychologiquement, c'est particulièrement difficile, car ils sont tous à écouter ce qui se passe en Ukraine, et mon Dieu, ça leur met pas d'aide sur le plan psychologique. Non. Et en ce moment, dans la région, est-ce qu'il y a, vous avez évoqué donc 4 points différents, est-ce qu'il y a un point qui coince plus qu'un autre, que ce soit le logement, le travail? Alors oui, régulièrement on me dit pour pouvoir embaucher une Ukrainienne, il faut qu'elle parle un minimum français. Je crois que là où ça coince, c'est le logement. Car on le sait bien, pour l'ensemble des Français aujourd'hui, on a un manque de logement et ça se fait ressortir à ce niveau-là. Et jusqu'à présent, les associations, pour la plupart, se sont chargées de trouver des solutions. Et toutes les personnes qui ont été accueillies dans les familles, on a progressivement trouvé des solutions un peu à la fois. Mais on a encore des solutions à trouver. Vous avez encore des familles ukrainiennes qui sont dans des centres d'hébergement, oui, dans des hôtels? Oui, dans la région. Tout à fait. Alors, à juste titre, le gouvernement la préfecture a demandé de la fermeture de certains centres, puisque d'une part, il y en avait moins d'Ukrainiens logés dans ces centres, qu'ensuite, le but de ces centres, c'était une situation provisoire. On est quand même à 2 ans. C'est bien normal que l'on puisse penser autrement. Donc effectivement, il y a encore plusieurs centres qui sont ouverts, malgré la fermeture à Tourcoing, à Amiens, à Saint-Paul, enfin voilà, plusieurs centres sont fermés, quelques-uns restent, mais effectivement le devenir c'est qu'ils puissent fermer. Et généralement, dans ces centres, les Ukrainiens, ce sont des Ukrainiens qui n'ont pas trouvé de travail, qui ne sont pas encore... Donc c'est des gens qui sont sans emploi? Sans emploi, et donc qui vont avoir nécessité d'aller plus vite dans la langue française, puisque c'est généralement cela. Le plus gros frein, donc, pour l'emploi. Étienne Mourmand, vous êtes aussi chef d'entreprise à Comines, en plus de votre activité de consul honoraire qui vous occupe quand même beaucoup, et vous avez ouvert une usine textile en Ukraine il y a 20 ans, près de Lviv, c'est à la frontière polonaise. Comment se porte l'économie ukrainienne en ce moment, parce qu'il y a tout un pan de l'industrie ukrainienne qui est maintenant dans les territoires qui sont contrôlés par la Russie. Comment vont les entreprises ukrainiennes? Est-ce qu'elles ont encore les moyens de produire? Oui, alors il y a plusieurs forces dans l'économie ukrainienne, qui est bien sûr l'agriculture, dont on parlait quand on était à l'école du grenier à blé de l'URSS. Enfin, en ce qui me concerne, parce que j'étais à l'époque en classe dans ces années-là, et puis également effectivement la force métallurgique, sidérurgique de l'Ukraine. S'il y a conflit, quoi que l'on dise avec les dires de Monsieur Poutine, une des raisons, elle était parfaitement conscient que dans l'est de l'Ukraine, la région est très riche en matière de minerais, très riche en outils industriels, et c'est pas pour rien qu'il a voulu effectivement s'emparer de ces parties-là. Oui. Vous avez évoqué l'agriculture, qui est une des forces de l'économie ukrainienne. Il y a une part importante du PIB de l'Ukraine qui repose sur les exportations de céréales, mais leur arrivée en Europe a déstabilisé un peu les marchés agricoles, et la grogne des paysans européens de ces dernières semaines, elle pointe du doigt directement ces importations ukrainiennes. À quel point est-ce que c'est vital pour l'Ukraine de réussir à exporter ces marchandises agricoles? Et c'est un point très important. Effectivement, les échanges entre l'Ukraine et puis l'Europe occidentale est fondamental pour que l'économie puisse tourner. Aujourd'hui, c'est exact, les camions ont beaucoup de mal à passer à la frontière. Ils doivent faire des réservations en douane pour passer jusqu'à 10 jours.
d'attente, ce qui complique énormément la tâche, mais c'est de deux côtés. Il y a un petit peu, entre guillemets, une dispute sur ce plan-là, essentiellement dû effectivement aux céréales qui viennent en concurrence directe avec la Pologne. Il y a des agriculteurs polonais justement qui ont bloqué la frontière. Est-ce que c'est pas un signe que le soutien à l'Ukraine, après 2 ans de conflit, commence un peu à s'effriter en Europe ? Alors, c'est pas du tout un signe. Je crois qu'effectivement, c'est quelque chose qui doit trouver une solution. Et là, c'est un problème de taxe, puisque si l'Ukraine vient concurrencer, c'est parce qu'effectivement, on a supprimé les taxes à l'importation, de façon à aider l'Ukraine dans son économie, et c'est ce qui déstabilise la chose. Donc on peut imaginer qu'il y aura certainement une adaptation face à ce sujet-là, parce que c'est absolument vital pour l'Ukraine de pouvoir exporter. Il y a le passage par la mer Noire, le corridor reste ouvert, mais il est essentiel de pouvoir aider également à ces importations sans que nos agriculteurs de l'Union occidentale, de l'Union européenne, puissent être touchés. 18h27 sur RCF. Étienne Mourmand, vous êtes consul honoraire dans la région depuis 2019. Le flot de réfugiés a diminué. Il y a de moins en moins d'Ukrainiens qui arrivent sur notre territoire. Ça a été le gros de votre travail en tant que consul pendant plusieurs mois, c'est de les accueillir, de les aider dans leur démarche. Quel est votre rôle maintenant que ces réfugiés dont on a parlé tout à l'heure commencent à s'insérer dans la société française ? Alors bon, ça reste encore un sujet important, j'ai tous les jours un sujet d'une famille qui m'est remonté, pour lequel j'essaie d'apporter le lien pour qu'on puisse trouver des solutions. Mais au-delà de cela, c'est surtout faire en sorte que l'on n'oublie pas que ce conflit terrible est autrement plus grave que certains conflits que l'on cite parfois au travers le monde, de par le nombre de morts et de blessés, de la situation dramatique dans laquelle... Vous avez peur qu'on oublie l'Ukraine ? Mais on l'a un petit peu mis sur le côté, effectivement. Alors Gaza, c'est quelque chose de terrible également. Mais en proportion, effectivement, ça a été brutal sur Gaza, mais les chiffres ne sont pas les mêmes. Et ça, il faut pas l'oublier. Excusez-moi. Et ce conflit, surtout, ne l'oublions pas, c'est un conflit pour lequel les militaires ukrainiennes se bagarrent pour la liberté de leur pays, mais également à terme la liberté des autres pays que sont la Pologne, les pays baltes, la Moldavie. Et l'a dit Poutine, jusqu'à l'océan Atlantique. Étienne Mourmand, on est déjà à la fin de cet entretien, le temps passe vite. Très rapidement, en quelques mots, qu'est-ce qu'on peut faire ici en France pour continuer à soutenir l'Ukraine et les Ukrainiens ? Eh bien, écoutez, il y a eu des dons très importants qui ont pu être donnés. Aujourd'hui, le besoin essentiel, c'est surtout aider les forces militaires au travers du paramédical, des bandes, tous les éléments qui concourent à aider donc sur le terrain, voire des sièges roulants, des civières, des lignes médicaux, matériel et paramédical. Je veux dire, c'est pas des médicaments, mais c'est surtout... Donc des dons aux associations des Hauts-de-France. Vous pouvez les retrouver très facilement sur Internet. Merci beaucoup, Étienne Mourmand, consul honoraire d'Ukraine dans les Hauts-de-France, d'avoir répondu à mes questions ce soir, d'avoir été l'invité de ce 18-19. Merci bien.